Ben, je crois que c'est la transition toute trouvée pour la table ronde, à laquelle je convie immédiatement Jean-Michel Schmitt, inspecteur général de l'Éducation nationale, Stéphane Rémy, adjoint au sous-directeur des politiques de formation et de contrôle, la DGEFP, Jean-Philippe Sépet, directeur juridique de Centre-Info, François-Xavier Huard, directeur du développement économique et de la formation à CMA France, David Déré, directeur emploi formation à l'UMM. Merci David. Alors un petit nouveau, Jacques-Olivier Hénon et Ghislaine Pigné-David, secrétaire générale de BTP CFA Poitou-Charentes. Je vous en prie. Installez-vous. Je vous en prie, je vous en prie. Donc, trois grandes thématiques dans cette table ronde. Première grande thématique, les mutations de la formation professionnelle. Je vais demander aux différents acteurs de s'exprimer. Quelle est leur analyse? Elles peuvent différer, mais il y a forcément des dénominateurs communs par rapport à ces analyses. Ensuite, on abordera notamment la question du référentiel qualité-formation et du contrôle pédagogique avec les deux ministères de tutelle que sont le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale. Et un troisième temps dans cette table ronde qu'on intitulera l'apprentissage aujourd'hui et demain, où on essaiera de converger justement vers les 7 ateliers que tu évoquais tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, un environnement en mutation. J'ai envie de demander au représentant de l'Éducation nationale, M. Schmitt, votre analyse par rapport à ces mutations. Il y a une réforme de la formation professionnelle, il y a une rénovation de la voie professionnelle aussi du côté de l'Éduc. Donc, quelle est votre analyse globale par rapport à tout ce qu'on dit depuis ce matin et la manière dont vous vivez les choses? Oui, bonjour à tous. Écoutez, avant de parler du comment, il est important de revenir sur le pourquoi. On a eu une mission qui a été importante, entre autres, c'est la mission du recteur Montel, parce que toutes ces évolutions sont dues à un changement, à une évolution des métiers, essentiellement due aux deux transitions qui sont souvent citées par mon ministre, la transition écologique, énergétique, et puis la transition numérique. Et il y a des marqueurs forts qui sont introduits par ces deux révolutions. Entre autres, en ce qui concerne le numérique, il y a les marqueurs forts, c'est qu'il y a de nouvelles valeurs qui rentrent qu'on doit prendre en considération, travailler en équipe, entreprendre, communiquer. On n'avait pas forcément ces valeurs en référence première dans l'ancien système. Et puis cette transition numérique pour les métiers du BTP, vous savez bien que derrière, c'est la numérisation qui marche très vite. On a pris le virage au niveau de l'éducation nationale en 2012-2013, en introduisant aussi une approche systémique à travers le concept de ville durable, de territoire durable. Et ça nous amène forcément, l'évolution des tâches dans le monde professionnel nous amène aussi à faire évoluer les tâches dans nos établissements scolaires, ou pour vous au niveau de l'apprentissage. Donc une révolution pédagogique aussi il faut enseigner maintenant des contenus fortement dépendants du numérique, mais il faut aussi enseigner par le numérique. Et là, on est dans une autre révolution qui ne fait que s'engager. Et ce qui peut nous porter à réfléchir, c'est que certains pays, entre autres, je prends par exemple le Japon, il y a 2 ans, sont lancés dans un lycée entièrement dématérialisé. Alors, c'est pas notre culture, on fonctionne encore sur une organisation, souvent que je cite, napoléonienne, mais il va falloir s'adapter. Sinon, il y a un monde qui va s'écrouler devant nous. On ne verra pas ce qui va arriver. Ouais. Donc des révolutions sociétales, la transition énergétique, la transition numérique amènent justement les centres de formation, qu'ils soient lycées professionnels ou CFA ou organismes de formation en général, à muter. C'est le sens de votre propos. Merci, Monsieur Schmitt. Même question pour Stéphane Rémy. Les mutations de la formation professionnelle en général. Vous travaillez à la DGEFP. Votre analyse ? Alors, c'est vrai qu'on parle tous, alors bonjour à tous, merci au 3CA de l'invitation. Pour prolonger un petit peu quand même ce qui vient d'être dit sur l'impact du numérique, même si vous en avez tous beaucoup parlé, on en parle tous, et on a du mal à mesurer complètement les effets d'une révolution qui est en cours, mais qui est en cours depuis plusieurs années, et puis qui va durer et qui va effectivement modifier de manière profonde nos organisations. Donc,
Le fait, par exemple, d'inviter dans le référentiel qualité à se soucier, à prendre en compte ces éléments d'innovation à la fois technologique, mais aussi d'innovation pédagogique, montre bien comment on veut accompagner les réseaux sur ces questions qui sont fondamentales, effectivement, parce qu'elles préparent l'avenir. Donc, vous avez beaucoup insisté ce matin sur l'innovation. C'est de ça dont on est en train de parler. Donc je crois qu'effectivement, il y a des traductions opérationnelles, il faut s'y préparer. C'est déjà aujourd'hui, c'est encore demain, évidemment, pour les transformations des métiers, un certain nombre de métiers qu'on ne connaît pas. C'est difficile un peu de se projeter sur un univers comme ça qui n'est pas certain, mais pour lequel on sait qu'il va y avoir ces mutations sur les qualifications, sur les emplois et donc sur les compétences. Et comment on demande à l'appareil de formation, que ce soit en formation initiale professionnelle, formation initiale tout court ou en formation continue, de se préparer pour répondre aux besoins des entreprises, des individus, salariés, demandeurs d'emploi, parce qu'effectivement, ces transformations vont impacter nos emplois et nos compétences. Donc on le vit tous, mais c'est pas fini, si j'ose dire, et que le plus dur peut-être reste à venir. Et donc c'est cette préparation-là qu'on entend engager avec vous, d'où la démarche qualité comme support à ces transformations et à cet appel à bien saisir les questions d'innovation, encore une fois, technologique, mais aussi pédagogique, parce que c'est aussi important. Merci. Donc, Jean-Philippe Cepède, une réforme d'une certaine ampleur. Oui, bonjour à tous. En effet, nous évoluons en ce moment dans une période de mise en œuvre de la réforme, et je pense qu'effectivement, il faut insister sur son ampleur. C'est indéniable, c'est une réforme inédite à laquelle on assiste. C'est une réforme inédite parce qu'elle s'attaque, en fin de compte, surtout quand on est ici dans un réseau fort d'apprentissage, elle s'attaque à la question de la formation professionnelle, finalement. Oui. Elle s'attaque à la question de ce continuum entre la formation initiale et la formation continue. Et elle ose complètement renverser la responsabilité des acteurs sur ce dispositif de l'apprentissage. Ce ne sont plus les régions qui sont à la maîtrise d'œuvre, si je puis dire, sur le bon fonctionnement de l'apprentissage. Ce sont les branches professionnelles. Et ce changement est fondamental parce que, on le sait, dans le financement, maintenant on a les règles du jeu, mais on le sait aussi, la certification professionnelle. Les branches professionnelles vont influencer le contenu des certifications professionnelles. Là, nous sommes au cœur d'un organisme qui se préoccupe de la qualité de la formation qui prépare à ces certifications professionnelles. La qualité est fondamentale pour garantir cette bonne préparation à la certification professionnelle. Mais le cœur du système, c'est la liaison entre la certification professionnelle et l'emploi. Et donc, nous avons tout un effet systémique dans cette réforme qui non seulement modifie la gouvernance et les responsabilités en termes de financement de la formation de l'apprentissage, et également, donc, toute la chaîne est revue, puisque non seulement la qualité de la formation dont on vient de parler, mais aussi la refondation du dispositif de certification professionnelle. Donc le sujet est vaste, je ne sais pas comment on peut appréhender tous ces sujets-là au cours de cette table ronde, mais en tout cas, voilà un premier panorama des changements en cours. Des mutations sociétales, des mutations réglementaires, des mutations législatives. Voilà un peu à quoi on est tous confrontés aujourd'hui. François-Xavier, directeur emploi formation CMA France, réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Merci pour l'invitation. Juste rappeler, voilà, CMA France, c'est 100 000 apprentis formés par an dans 112 CFA, dont 78 en gestion directe par les chambres de métiers et l'artisanat. C'est bien de rappeler quand même que, voilà, on a parlé d'adaptation à la réforme, mais c'est une réforme qu'on a souhaitée aussi, parce qu'on avait quand même une situation de départ qui, même si on n'a pas forcément souhaité les effets actuels de la réforme, on en a quand même souhaité l'arrivée, puisque il faut rappeler quand même qu'il y a deux constats forts. C'est que voilà, on a un salarié de TPE sur un salarié de TPE a 2 fois moins de chances d'accéder à une formation qu'un salarié de moyennes entreprises ou de grands groupes. Donc ça, pour nous, c'est quand même un élément important. Et deuxièmement, on a 1,3 million de jeunes qui sont encore sans emploi, sans qualification, sans formation, et à qui, pour l'instant, le système ne leur propose pas grand-chose. Donc on a vraiment un enjeu sur cet aspect-là. Les chambres ont été actrices dès le départ via le livre blanc et notamment une proposition forte qu'on avait fait qui était la prépa apprentissage, dont on voit qu'elle, notamment avec le réseau 3CA BTP, se met en place fortement, y compris avec le réseau aussi des chambres. Transformation culturelle, dès le départ, moi j'avais dit à mes équipes, on en a pour une transformation de 4 à 5 ans.
Oui. Donc on me regardait avec des gros yeux, mais je pense que j'étais encore loin du compte en disant ça, puisqu'on a un changement culturel, d'autant plus dans des structures comme les nôtres, qui sont des établissements publics, où quand on porte des CFA, ben voilà, on a un certain nombre aussi de contraintes à gérer, que ce soit en termes financiers ou en termes de statut du personnel. Donc on a aussi cette transformation-là à gérer. Le grand avantage de cette réforme, c'est qu'elle remet l'entreprise et l'apprenti au cœur du système. C'est-à-dire, on part du principe de bon sens, qui est de dire ce n'est pas au client à s'adapter au système à s'adapter au client. Tu l'as évoqué, Jacques-Olivier, ça paraît être du basique, mais c'est quand même pas inutile de le rappeler. Et trop souvent, peut-être dans nos structures ou dans les usages du passé, on a mis le client un peu de côté. Donc là, on le remet au cœur, et je pense que c'est pas inutile pour nous aussi dans la transformation de nos équipes et de nos modèles. Une transformation forte du modèle économique, avec notamment un basculement total d'un modèle, on va dire, très encadré, un modèle de subvention, largement soutenu par les conseils régionaux, qui passe maintenant à un modèle de financement au contrat, dont acte. Bon, il y a une actualité en cours dont je ne peux ne pas parler, qui est effectivement la bascule de la période de transition. Voilà. Donc, nous, on a une position que vous connaissez, hein, qui est position assez simple, qui est de dire il faut une égalité de traitement entre les acteurs. Et il est totalement anormal que des CFA historiques, tels que les nôtres, mais il y en a d'autres, puissent être pénalisés par la mise en place des coûts contrats ou des niveaux de prise en charge définis par les branches plutôt, à quelques semaines d'écart, alors que si on met en place un CAP carreleur dans l'Aude, c'est l'exemple qu'on utilise régulièrement à 3 000 €, il serait financé à plus de 7 000 € pour un opérateur qui s'installerait dès le début de l'année, en septembre ou en octobre, dès le début de la campagne d'apprentissage, sans avoir forcément toutes les contraintes que nous avons. Voilà. Donc ça, nous, on est pour la concurrence, hein, mais pour autant que la concurrence ne soit pas faussée et soit pleinement loyale. Cette réforme implique aussi, et on l'a vu récemment dans notre actualité, puisqu'on a signé 3 conventions de partenariat lors de notre précédente Assemblée générale, avec les Compagnons, qui est une signature historique, quand on connaît un peu l'historique, Chambre de métier Compagnons, l'Union nationale des missions locales et le service militaire adapté pour l'outre-mer. Cette réforme nous impose de ne plus penser en silo. Ça vaut pour les apprenants, mais ça vaut aussi pour les structures. Toute structure, aussi importante soit-elle, ne peut pas réussir seule dans cette réforme-là. Donc il faut qu'on raisonne en termes de stratégie d'alliance ou de stratégie de partenariat pour essayer de, je vais appeler ça chasser en meute, hein, essayer de fonctionner ensemble de manière intelligente, par la mutualisation de ressources, par la mutualisation de plateaux techniques, par la mutualisation de compétences, pour essayer là aussi d'apporter le meilleur service au meilleur endroit, pour satisfaire à la fois les entreprises et l'apprenant. Et enfin, la transformation du modèle de la pédagogique de l'alternance. Les chambres de métiers partagent avec les Compagnons, avec le 3CA et un certain nombre d'acteurs une longue tradition de pédagogie de l'alternance qu'on essaye de promouvoir. Et je pense qu'on a là, avec cette réforme, l'occasion de booster cette pédagogie-là, de lui donner un autre aspect. Et je suis ravi des échanges qu'on peut avoir vraiment avec les équipes du 3CA, avec les équipes aussi de l'UIMM. Je pense qu'à plusieurs, on arrive à travailler sur l'intelligence collective et sur des sujets aussi vastes que cela. Ce n'est pas inutile. Et le sujet actuel, c'est multimodalité et modularisation. Les gens dans la salle en entendent régulièrement parler. David, une réaction au nom de l'UIMM par rapport à tout ce qui vient d'être dit et qui s'agrandit à chaque prise de parole? Écoutez, merci pour l'invitation, parce que entre l'UMM, le bâtiment, les travaux publics, entre le réseau des 3CA BTP et notre réseau de pôle formation UMM, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances, beaucoup de différences aussi sur un certain nombre de choses. Et nous-mêmes, nous sommes en train d'engager une transformation accélérée de notre réseau. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en réunissant aussi sous ce format-là régulièrement tous les ans notre réseau, qui, vous le savez, forme à peu près 27-28 000 apprentis par an dans notre réseau et pour toute l'industrie. Mais notre branche, en tant que telle, aujourd'hui, emploie 50 000 alternants, 35 000 apprentis et 15 000 contrats de pro. Donc avec 50 000 alternants,
nous avons fixé comme objectif d'atteindre 75 000 alternants dans les 5 ans qui viennent, donc plus 50%. C'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif dans lequel nous croyons parce que cette réforme, l'UMM, comme d'autres acteurs autour de la table, l'a soutenue. On n'a pas obtenu gain de cause sur tout. Il y a des points sur lesquels nous sommes en désaccord. Il y a des points sur lesquels nous sommes extrêmement vigilants, comme François-Xavier vient de l'évoquer, c'est-à-dire sur la légalité de traitement entre les acteurs, les risques de distorsion de concurrence, et notamment avec certains organismes de formation qui bénéficieront d'autres financements publics, ce qui est un sujet d'actualité actuellement avec la mission IGAS, IGAENR qui est en cours. En tout cas, on a soutenu et nous soutenons cette réforme. Tout simplement parce que, vous le savez bien, en France, un chômage de masse, un taux de chômage des jeunes récurrent, même si ça s'est amélioré un peu ces dernières années, qui est entre 20 et 25%, et des besoins de recrutement d'entreprises qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits, faute de candidats, faute de compétences adaptées sur le marché du travail. Donc cette inadéquation-là mérite cette réforme, en tout cas ce pari qui est engagé. Et de la même façon, il est clair que les organismes de formation continue ont l'habitude depuis un certain nombre d'années, vous savez, des réformes tous les 3 ans à peu près, on rebattait les cartes, le DIF, le CPF, etc. etc. L'apprentissage, finalement, n'a pas eu de grand chamboulement ces 20-30 dernières années. Cette réforme est une réforme systémique, elle a été dite, c'est une réforme profonde qui bouleverse considérablement le marché de l'apprentissage. Vous parlez de clients, il va falloir parler effectivement de marché, de chiffre d'affaires, de pédagogie évidemment, de qualité pédagogique, mais en même temps interroger le modèle économique, être à l'écoute du client, tous ces éléments-là que les CFA en règle générale, sans doute vous, sans doute même très probablement, très certainement nos CFAI dans notre réseau, et puis d'autres, vont devoir évidemment s'adapter à cette nouvelle donne. Alors pour cela, ce choc culturel, c'est évidemment la mise en concurrence. François-Xavier l'a noté, nous sortons d'un système administré, protégé, qui avait ses vertus, mais qui, au final, n'a jamais réussi finalement à booster le développement de l'apprentissage en France. Nous sommes toujours autour de 400, 420 000, 380 000 en fonction des années. Ce n'est pas possible qu'avec ce chiffre, on ait toujours 20-25% de jeunes au chômage en France et que des entreprises se voient freinées dans leur développement économique, faute de main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail. Donc ce pari, nous allons le prendre comme d'autres acteurs, mais c'est évidemment un choc culturel qu'il va falloir engager. Donc évidemment, les CFA existants vont devoir, en 1 an, 2 ans, peut-être 3, pas plus, engager des réformes, des réorganisations systémiques sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Vous allez voir, nous allons voir arriver de nouveaux acteurs, des organismes privés qui jusqu'à présent faisaient du contrat de pro et qui, dès septembre, vont basculer une bonne partie peut-être de leur contrat de pro en contrat d'apprentissage. Et en tout cas, dès l'année prochaine, vont pouvoir ouvrir aussi de nouvelles formations par apprentissage. Et puis, il y a des acteurs qui étaient jusqu'à présent un peu timorés sur le sujet de l'apprentissage, l'éducation nationale, contrairement à l'enseignement supérieur, qui a quand même une croissance à 2 chiffres depuis quasiment 10 ans. Mais là, le cap donné par le ministre Blanquer d'avoir une section d'apprentissage quasiment dans chaque lycée professionnel fait que l'éducation nationale devient aujourd'hui, a l'ambition de devenir un acteur majeur dans le secteur dans ce marché de l'apprentissage. Et il faut évidemment en tenir compte, vous, dans votre réseau, nous, par rapport à notre réseau de pôles formation et de nos CFAI, et puis tous les acteurs existants. Merci David. Mutation globale et systémique. Alors, et le 3CA dans tout ça, Jacques-Olivier? Merci. Alors, le 3CA dans tout ça, merci de la question. C'était pas, je ne sais pas si ça se voit, mais ce n'était pas répété. Hein. Donc le 3CA dans tout ça. Alors, pédagogiquement, je l'ai déjà dit il y a quelques mois, même pas peur. Objectivement, même pas peur. Les CFA du BTP ont une expertise hallucinante. Je le dis souvent, alors je vais le répéter encore, hein, mais s'il y avait un slogan à mettre sur les CFA du BTP, c'est celui de McDo, c'est « venez comme vous êtes ». C'est là pour le coup, quel que soit le profil du gamin ou de la gamine, quelle que soit son origine, ce qu'il a fait avant, ce qu'il a raté avant, ce qu'il a réussi avant, on est en mesure de l'amener à
à devenir un professionnel, de découvrir l'entreprise, d'obtenir son diplôme, de poursuivre s'il veut, de s'insérer professionnellement. Ça, évidemment, c'est une force énorme. On l'a dit tout à l'heure, ça a été réévoqué. Il y a un sens de l'écoute des besoins pédagogiques des jeunes qui est évident. Il y a énormément de choses qui ont été lancées. Alors, particulièrement, vous le savez dans la salle, parce que vous êtes en plein dans les groupes de travail. On a lancé la mise en place d'une plateforme de formation ouverte à distance, un LMS. On déploie un outil qui permet de suivre la montée en compétences du jeune informatique et en entreprise et au CFA. On développe très bientôt là, un outil qui permet de valoriser tout ce que le jeune acquiert comme compétences socio-professionnelles, socio-éducatives. Alors là-dessus, c'est vrai que c'est une force énorme. Maintenant, ce qui a été dit, c'est que voilà, la révolution, elle est copernicienne. Alors Copernic, c'est la mécanique céleste, hein. Donc c'est les astres célestes qui se déplacent non pas en cercle, mais en ellipse. Merci beaucoup. Une ellipse, c'est quoi? C'est un cercle à deux centres, hein. Donc il y a deux centres, il y a deux milieux, il y a l'entreprise, il y a le jeune. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on va rentrer dans une démarche du jeune qui est client. Et on est d'autant plus contraint de le faire, et là je ne vais pas vous parler de la loi, que les jeunes et les familles sont dans cette démarche-là. Monsieur Schmitt en a un peu parlé tout à l'heure, ou en tout cas l'a un peu évoqué. Je pense que vous êtes aussi face au ministère de l'Éducation nationale et dans ces établissements à des jeunes et des familles qui sont plus dans une démarche de tiens, je viens, je vois, je consomme ce qu'il y a. Si ça ne me plaît pas, c'est pas grave, je vais voir ailleurs parce qu'il y a d'autres systèmes. Vous avez évoqué cet exemple japonais, mais qui commence à se généraliser un peu partout, hein, de structures qui se montent en dehors de tout système. Et là, pour le coup, c'est vrai que s'il y a un changement systémique important, c'est ça. Un jeune, ça devient un budget. Voilà. Et évidemment qu'il n'est pas question que le jeune ne devienne qu'un budget, parce que les entreprises ont besoin de jeunes qui soient intéressés, investis, parce que les métiers, les branches, les unions professionnelles, enfin les métiers en général, ont besoin de transmettre leur savoir et de continuer de progresser dans toutes ces évolutions des gestes professionnels, et puis parce que les gamins, là, ils veulent trouver leur place dans la société, et puis alors eux, ils sont exigeants, hein, et ils ont raison de l'être. Ils nous disent, attendez, votre machin, là, non, c'est pas développement durable, j'en veux pas. Votre truc, là, non, mais attendez, moi, ça, je le fais pas. Moi, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Mon métier, c'est comme ça que je perçois. Et c'est vrai qu'il il va falloir être plus réactif. La force des CFA BTP, quels qu'ils soient, hein, ceux qui sont là dans la salle, c'est vraiment ça. C'est d'être en mesure de toute façon de réagir et de les accompagner. S'il y a des points de progrès en pédagogie, on va en parler aujourd'hui. S'il y a d'autres points de progrès, c'est dans cette idée de ce que le jeune n'est pas la propriété de qui que ce soit. On a bâti collectivement en France, hein, toutes branches confondues, tout système confondu, des grandes mécaniques géniales où on capte un jeune et là, on le garde le plus longtemps possible. Parce que du coup, d'année en année, il ramène son budget et puis il fait tourner la machine. On a fait croire à des jeunes que c'était absolument normal de continuer de progresser en niveau de formation. Ça n'a rien à voir, hein. Pour un gamin de 18 ou 20 ans, le niveau de formation, lui, ce qu'il voit, c'est le métier qu'il va faire, la place qu'il aura dans la société, éventuellement, bien sûr, l'argent qu'il va gagner à la fin du mois. Si ça, il y accède parce qu'il a besoin d'une certification de niveau 5, enfin de niveau 3, nouvelle mouture, il fait la certification qui est là. Si pour accéder à ça, il a besoin de faire un bac plus 5, il fait un bac plus 5. Mais ils sont bien, ils commencent à être vraiment bien dans cette mécanique-là. Et ça va nous amener, nous aussi, à revoir ces éléments-là. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais l'écoute du jeune, l'écoute des entreprises et puis les services à mettre en place, c'est quelque chose qui s'intensifie très vite. Et il va nous falloir un peu plus de souplesse. Et ça fait écho au plus BTP que tu as présenté tout à l'heure aussi, sans doute. Et ça fait écho peut-être aussi à certains indicateurs du référentiel qualité qu'on évoquera tout à l'heure. Alors, les deux représentants des deux grands ministères de tutelle se sont exprimés. Les trois directeurs de la formation des grands réseaux se sont exprimés. Jean-Philippe Sépète de Centre Info s'est exprimé. Mais concrètement, sur le terrain, Ghislaine? Alors, sur le terrain, donc Poitou-Charentes, c'est un territoire de Nouvelle-Aquitaine avec 3 CFA, 1700 apprentis, 2 CFA urbains, un CFA rural,
un territoire très beau, très divers, mais profondément rural, on peut le dire. Donc avec tout ce que cela entraîne, et je pense que beaucoup dans la salle pourront se retrouver à travers cette vision. Donc déjà, le CFA, ce n'est pas un prestataire de formation lambda. On est inscrit dans un territoire avec un rôle sociétal fort, que ce soit vis-à-vis des jeunes, parce que voilà, je ne vous apprends rien, mais les jeunes de proximité, souvent, on doit faire face à des contraintes de déplacement, des familles modestes. Peut-être que pour eux, c'est le seul organisme de formation qui peut leur proposer une orientation professionnelle. Et puis aussi, bien, pour le bâtiment, c'est le maintien d'une activité. Le bâtiment, ce n'est pas délocalisable. Ça veut dire que pour la vie de chaque territoire, le développement des compétences, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, lorsque la réforme a été annoncée, au départ, les médias, bien sûr, ont parlé de Big Bang, de chamboule-tout, enfin, un vocabulaire assez guerrier qui ne laissait présager rien de bon. On se disait, qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc, il a fallu se saisir de cette réforme, bien s'en imprégner, puis partager, bien sûr, avec les équipes, la décrypter. Et puis maintenant, au départ, on parlait de révolution pédagogique. On a parlé ensuite de métamorphose, et je pense que le climat s'est un peu apaisé maintenant, et on est plus sur l'évolution pédagogique. Donc, je dis que tout le monde est en train de s'acculturer avec cette réforme, et puis nous sommes entrés dans une phase opérationnelle. Donc, ce n'est pas pour ça que l'on nie un certain nombre de modifications qui vont nous impacter fortement. On a parlé des modalités différentes pour le développement des compétences. Et comme tu le disais, freiner 70% de nos compétences, on les acquiert par l'expérience, par la pratique, 20% par notre environnement, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, et puis 10%, bien, c'est la formation qui nous les apporte. Donc voilà, ça redonne une certaine graduation à cette problématique. L'innovation, bien sûr, parce que ça fait partie de l'évolution pédagogique. Et puis tout ça dans une maquette financière revisitée. Alors, il ne faut pas que ce soit réducteur, on doit le prendre en compte et on doit bien sûr innover au regard de tous ces paramètres. Donc, une évolution certaine. Je dirais qu'on est engagé dans le travail, dans l'action, avec une certaine sérénité. Je ne dirais pas que parfois on n'a pas quelques angoisses, mais voilà, l'homme est capable d'innover, de s'adapter. Et si on met en place tout ce qu'il faut au niveau RH pour accompagner nos équipes, que ce soit en formation, que ce soit en gestion prévisionnelle des compétences, je pense qu'on a toutes les cartes pour réussir, d'autant plus si on appartient à un réseau organisé qui nous donne un certain nombre d'accompagnements dans ces phases de transition pour éviter que seul ne ressortent ou ne perdurent que des CFA de grande envergure et que les petits soient à la ramasse. Et ça serait dramatique pour le territoire. Merci Ghislaine. Interaction et compétences collectives, donc. Jean-Philippe Sieped, on parlait des CFA, des organismes de formation. J'entends aussi prestataires compétences, concrètement. C'est ça. Effectivement, la loi du 5 septembre impacte particulièrement les organismes de formation, vous challenge énormément, vous les CFA, parce que pour le législateur, il y a un rapprochement qui se fait entre cet univers de la formation initiale, qui est le CFA, et l'univers de la formation continue. Mais il faut insister sur le fait que l'apprentissage n'est pas fusionné. Elle reste une filière à part entière, elle reste une filière avec ses spécificités, avec ses exigences, et c'est très important de le mettre en avant, et surtout dans des moments où des velléités de concurrence s'expriment et des ambitions s'expriment. Je pense qu'il y a une vraie marche à monter pour un organisme de formation continue qui ne ferait que la formation continue que d'aller vers l'apprentissage. Mais c'est vrai que ça ne va pas empêcher des courageux d'y aller, et il y aura certainement un marché très, très actif sur l'apprentissage à terme. Mais regardons le sujet dans l'autre sens. En fin de compte, la réforme, si on regarde les circuits de financement que va gérer France Compétences, ils sont dirigés principalement sur des dispositifs certifiants. Et donc l'offre de formation qui conduit à la certification
est mise en avant comme l'offre de formation adaptée au schéma de demain. Donc vous, CFA, vous êtes préparés à ce type de challenge. Vous êtes les mieux placés pour aller vers le compte personnel de formation. Vous êtes les mieux placés pour aller vers le contrat de professionnalisation depuis des années, mais le compte personnel de formation, quelque part, vous attend aussi. Et quand vous avez parlé du client jeune, d'une manière générale, c'est ce citoyen dont parle la loi qui est interpellé, qui vous interpelle à travers la réforme des CFA. Parce que la liberté de choisir son avenir professionnel, ça commence dès la sortie de l'école, si je puis dire, et même pendant l'école. Donc, le continuum qu'organise cette loi, c'est un continuum vers la certification professionnelle. Et à un moment donné, on s'est demandé si le concept apparaîtrait dans le projet de loi de la certification professionnelle tout au long de la vie. Oui. Ce concept, c'est le dernier qui manque. On a la formation tout au long de la vie, on a l'orientation tout au long de la vie. Celui qui manque, c'est la certification professionnelle tout au long de la vie. Les ingrédients techniques sont déjà réunis. Nous avons les blocs de compétences, nous avons une définition même de l'action de formation qui met en avant des objectifs professionnels exprimés en compétences. Donc voilà, moi, l'un des messages forts aujourd'hui que je voulais vous adresser, vous acteurs donc de la certification professionnelle, c'est que vous avez devant vous un espace énorme à conquérir parce que le dispositif a rapproché les deux univers. J'insiste également sur un dernier sujet symbolique, l'âge de l'apprentissage. C'est 30 ans maintenant, quelque chose qui symboliquement suggère que l'apprentissage mord sur la formation continue. Donc regardons le sujet aussi, voilà, le verre à moitié plein, à moitié vide. Je vous laisse faire votre choix, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est ouvert devant vous grâce à cette loi. Merci Jean-Philippe. Des mutations et des opportunités, donc. C'est un peu la teneur de l'ensemble des propos qui ont été tenus. Stéphane Rémy, je vous voyais justement réagir aux propos de Jean-Philippe Cepede, une réaction. Réaction positive. Je crois qu'il faut vraiment bien mesurer que ce qu'on perçoit sur l'idée d'une ouverture à la concurrence, donc qui se manifeste effectivement par le fait que désormais on n'est plus obligé de créer son CFA en passant par les fourches codines de la région à travers la convention et toutes les règles du jeu d'intervention en matière de subvention, d'équilibre, etc. Donc il y a effectivement cette ouverture possible avec le système qui est proche de celui qui existe pour les organismes de formation professionnelle continue, c'est-à-dire la déclaration d'activité. Et puis à terme, la qualité. Alors qualité pour tous les nouveaux CFA, c'est 1er janvier 2021. Pour les CFA existants, c'est 1er janvier 2022. Donc il y a aussi cette prise en compte de ce qu'ont été les investissements et les enseignements et l'expérience acquise par les réseaux existants. Donc, mais attention, faire de l'apprentissage, ce sont toujours des valeurs qui sont intrinsèques à la formation initiale professionnelle. Et les exigences en matière de mission qui sont confiées au CFA, il y en a 14. C'est quand même relativement important. Et on retrouve effectivement ce que vous avez dit, madame, me semble-t-il, par rapport à la réalité de terrain, c'est-à-dire l'accompagnement socio-éducatif de ces jeunes, favoriser l'exercice de la citoyenneté, la notion évidemment de mobilité, je crois qu'elle est assez portée par le réseau du 3CA, mais elle est extrêmement importante. Le fait de dédier un personnel à ces questions de mobilité nationale, internationale, le fait d'avoir un référent pour les personnes en situation de handicap, tout cet accompagnement-là, prévenir les ruptures, accompagner les sorties et les poursuites de formation, tout ça est attaché à la formation initiale professionnelle et à l'apprentissage. Et donc, ceux qui veulent venir sont les bienvenus, mais effectivement, il y a quand même une marche d'exigence qui est extrêmement forte. Et donc, vous avez, entre guillemets, par rapport au point de départ, à la situation de départ, des acquis et des avantages, entre guillemets, concurrentiels qui sont acquis par toute la période qui a été celle de l'accompagnement par les régions. Et qui était fondée sur les coûts préfectoraux. Et donc j'entends l'interpellation, mais la règle était connue dès le décret sur la reprise, effectivement, des contrats qui avaient été conclus dans le cadre des conventions régionales, donc sur la base des coûts préfectoraux. On bascule de système au 1er janvier 2020 avec les opérateurs de compétences donc, qui interviendront sur la base des niveaux de prise en charge décidés par les branches. Il y a effectivement 3 cas de figure qui sont circonscrits au nouveau CFA, aux sessions supplémentaires ou aux places supplémentaires qui n'ont pas été acceptées dans les conventions régionales. Et c'est uniquement dans ces 3 cas de figure qu'effectivement l'intervention de l'OPCO peut intervenir dès 2019. Donc remettons les choses un petit peu à plat. La réforme, le changement, il se fait au 1er janvier 2020.
Jusque-là, ce sont les régions qui sont compétentes, qui ont accompagné pendant de nombreuses années les réseaux qui sont les vôtres, et elles n'ont pas failli de ce point de vue-là. Elles vous ont accompagné en investissement, en fonctionnement. Et donc, quand on parle de concurrence et de situation égalitaire, il faut parler aussi d'équité par rapport à tout ce qui a été cet accompagnement par les régions. Donc, on bascule de système, effectivement. On va vers cette analyse plus économique du modèle des CFA, donc avec des valeurs, avec des ambitions pour résoudre des problématiques de chômage des jeunes, et c'est bien de ça dont on parle, avec un modèle d'alternance qui a fait ses preuves, que ce soit au titre des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, mais avec une volonté résolue de se tourner vers les entreprises, vers les besoins des entreprises. Et ça, effectivement, on assume cette bascule parce qu'on pense que les réseaux sont prêts, mûrs, pour faire valoir leur expérience, leurs compétences, et c'est le cas du réseau 3CA, c'est le cas des réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat, et donc il n'y a effectivement pas de crainte à avoir par rapport à ça. Vous avez les atouts, les valeurs, l'expérience et l'histoire, mais quand on prétend faire des filières d'excellence, et c'est votre cas, et c'est le cas de l'apprentissage, il ne faut pas avoir peur de se challenger un peu, y compris avec la concurrence si elle intervient. Mais avant de vous concurrencer, il faudra effectivement qu'ils respectent un certain nombre de canons de ce qu'est l'apprentissage. Et pardon, mais c'est bien rappelé quand même dans les dispositions légales et réglementaires. Donc je voulais juste rééquilibrer un tout petit peu les choses par rapport à ce qui a été indiqué tout à l'heure. Merci Stéphane. Vous évoquez à juste titre effectivement que les CFA ont tous leurs atouts. Et d'ailleurs, dans le référentiel, il y a une catégorisation spécifique pour les CFA. Hein. Ok, on parle beaucoup, donc tout à l'heure Jacques-Olivier dans sa conférence évoquait le référentiel qualité et tu as parlé du contrôle pédagogique aussi. Alors, référentiel qualité, contrôle pédagogique, comment ça se passe? Peut-être Stéphane et ensuite Jean-Michel. Donc, sur le référentiel qualité, bon, déjà en termes de points de repère pour tous, l'ensemble des textes réglementaires ont été publiés au journal officiel du 8 juin. Donc ce sont des textes du 6 qui ont été publiés au journal officiel du 8. Donc je vous invite déjà à en prendre connaissance, à vous les approprier, même si vous êtes déjà habitué à la démarche qualité. Donc le décret en Conseil d'État qui fixe les 7 critères. Alors en première approche, vous allez dire ça ressemble beaucoup à ceux qui étaient issus du décret du 30 juin. Attention, il y a quand même un critère nouveau qui est important et qui vraiment est le symbole de ce qu'on a dit depuis ce matin sur l'environnement professionnel des prestataires de formation en matière d'innovation pédagogique notamment. Une prise en compte aussi, non pas simplement des appréciations des stagiaires, même si elles sont importantes, mais aussi de bien embarquer l'ensemble des appréciations des professionnels, des formateurs, des équipes pédagogiques, de tous ceux qui contribuent à la qualité de l'action. Donc, ces critères ont été un petit peu revus, actualisés. Et puis, le décret simple qui, lui, porte le référentiel, donc 32 indicateurs commun à l'ensemble des prestataires qui concourent au développement des compétences, parce que le regard que l'on porte sur la formation, ce n'est pas évidemment que les CFA, ce sont aussi les prestataires de bilan de compétences, ce sont les prestataires d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, oui. Et puis ce sont effectivement tous les prestataires de formation. Mais désormais, les prestataires de formation par apprentissage, les CFA, sont concernés par cette démarche, et avec des indicateurs qui sont spécifiques, soit à l'alternance, soit de manière vraiment spécifique à l'apprentissage, parce qu'il faut traduire de manière opérationnelle ce qu'on a dit autour de la mobilité, de l'accompagnement, encore une fois, de ces jeunes dans leur parcours, de l'environnement professionnel que l'on mobilise pour accompagner ces jeunes, et puis une relation qui est assumée de la progressivité des apprentissages en lien avec les entreprises. Et là, pour le coup, je crois que le schéma il est clair sur la nécessité absolue de bien construire l'ingénierie de manière la plus partagée possible, de la manière la plus ouverte possible. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans la définition aussi de ce qu'elles veulent. Hein. Si on définit bien les besoins, c'est déjà plus facile de s'y adapter. Mais ça, c'est vraiment au cœur de la stratégie des indicateurs apprentissage tels qu'ils ressortent du référentiel. Évidemment, tout ça sera vérifié par un système d'audit, donc par des certificateurs que vous choisirez librement. Ces certificateurs étant garantis dans leur geste professionnel par le COFRAC, dont c'est la mission, qui est le Comité français d'accréditation. Lui, sa mission, c'est de garantir l'indépendance et le professionnalisme des organismes certificateurs qui seront ceux qui ont vocation donc, à auditer les prestataires de formation. Et c'est un marché, donc là aussi, c'est un marché. Et c'est vous qui les choisirez librement. Encore une fois, pour les CFA existants, il y a un peu de temps. Et puis surtout, vous avez déjà une préparation qui a été engagée depuis pas mal de temps. Après, il y a le contrôle pédagogique, donc oui. Avec des règles nouvelles qui associent davantage les certificateurs publics et puis les branches professionnelles. Mais peut-être, monsieur l'inspecteur, je vous laisse répondre là-dessus. Oui, donc référentiel qualité, audit qualité et le contrôle pédagogique dans tout ça. Écoutez,
Je voudrais simplement faire une remarque par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on focalise beaucoup sur l'apprentissage, hein, c'est l'objet de la réunion. Mais au niveau de l'éducation nationale, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on est des concurrents féroces ou des loyaux, hein. Moi, je vois l'apprentissage, si vous voulez, comme étant une alternative, hein, à d'autres modes d'accès à la certification, de façon très apaisée. On ne part pas en guerre contre les CFA, contre le 3CA BTP, en particulier pour le BTP. On est complètement apaisé par rapport à ça. J'ai en tête simplement qu'il y a notre problème principal, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème de marché. Il a été évoqué tout à l'heure, mais c'est l'école inclusive qui est devenue maintenant l'éducation inclusive, c'est de laisser aucun jeune sur le bord de la route. Et quand on a un chef d'établissement qui a possibilité d'avoir un élève, et ça se fait déjà, entre autres dans des zones rurales, j'ai un exemple en tête que Fabrice Poupon doit bien connaître, un chef d'établissement qui dit « Moi, je me suis organisé, il y a un gamin qui commence son bac pro en alternance. S'il a des problèmes de famille ou autre, ou l'entreprise qui fait défaut, bah l'année d'après, je le remets dans la formation initiale. » Vous voyez, cette flexibilité, cette souplesse, elle est naturelle parce qu'on s'adresse à un corps vivant, quoi, qui est la société. Donc on est dans une rappeler cet enjeu, ça me paraît, de formation, si j'entends ce que vous dites. Ça me paraît important, hein. L'enjeu, il est surtout sociétal. Dans les familles, on sait bien que le problème quasiment numéro un, c'est qu'est-ce qu'on va faire des gamins? Est-ce qu'ils vont avoir leur place dans la société? Donc après qu'ils passent par un organisme privé ou un organisme national, ça dépend aussi des fois de la distribution géographique. Si vous n'avez pas de centre de formation d'apprentis, qu'il y a un établissement scolaire, ça paraît naturel d'aller dans l'établissement le plus proche. La démarche qualité, il y a deux approches, hein. Il y a l'audit externe, bien sûr. Et là, je vois un peu un fonctionnement parallèle. J'étais enseignant en classe préparatoire, je travaillais président d'association de professeurs, je travaillais avec la conférence des grandes écoles. On retrouve le formalisme qu'on a pour le contrôle, hein, par la CTI des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs. Simplement, ça ne paraît pas anachronique, hein, puisque le niveau de compétence, d'exigence sur le fond est en train de progresser. Il n'y a plus que, pas seulement le geste, hein, par compagnonnage ancestral qui est la solution, eh bien d'avoir un modèle qui se rapproche de ce modèle. Et les grandes écoles ont aussi une démarche qualité en interne, et c'est surtout ce point-là qui me paraît le plus important pour le contrôle pédagogique. Ne pas attendre que la patrouille vienne, trop tard, c'est même un détail. C'est comme ça qu'on pourrait, c'est peut-être comme ça que c'est ressenti aussi. Mais le contrôle interne, il est important, et d'être surtout en veille. Et moi, je pense que les choses vont bouger très vite au niveau pédagogique. Le transmissif intégral, c'est en train de s'effondrer pour de multiples raisons. Une des raisons aussi pour lesquelles on a des gamins au chômage, c'est le décrochage. Mais le décrochage, la raison essentielle, j'en suis persuadé, et en discutant avec les jeunes, avec les enseignants, c'est l'ennui. L'ennui, pourquoi? Parce qu'on a considéré que le jeune du 21e siècle, eh bien, pouvait l'installer dans une école qui a été conçue au temps de Napoléon, hein, au mieux Jules Ferry, et puis lui dire tu es un objet qui ne connaît rien, qui n'a accès à aucun savoir, qui n'a aucune nouvelle technologie à disposition, alors que son média, c'est d'être dans le numérique. Et je vois beaucoup d'enseignants qui, dans des cas difficiles, ont eu une démarche qualité déjà au niveau de la classe, au niveau de l'établissement aussi, de dire il faut qu'on change de technologie ou de technique pédagogique pour ne plus avoir de décrocheurs. Et la solution, c'est bien souvent de se tourner vers le numérique, d'aller vers les pédagogies actives, vers la classe inversée. On voit des chaînes YouTube qui se mettent en place. Et moi, j'apprends beaucoup en allant sur le terrain. Et je crois que pour la démarche qualité, il faut aussi savoir faire confiance aux enseignants. Et notre richesse humaine, elle est là. Et quand notre ministre explique que chaque enseignant, maintenant, doit être un enseignant-chercheur, on essaye de développer la fabrique des labos, des ateliers, et que dans chaque académie, il doit y avoir un laboratoire, au sens du laboratoire pédagogique, ça veut bien dire qu'il y a urgence. Et en académie, c'est une échelle qui est, à mon avis, une échelle à dimension humaine déjà pour coopérer, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas y arriver tout seul dans sa classe ou dans son établissement.
L'académie est déjà une bonne échelle. Ensuite, on met en place des réseaux d'établissements. Et ouais, la démarche qualité en interne, elle doit se faire à ces différents niveaux. Et puis, elle repose sur la confiance qu'on accordera aux enseignants. Moi, pour la transition numérique dans le bâtiment, j'ai été étonné en 2012-2013 quand on a dit en avant à la demande des entreprises de me retourner et de voir que de nombreux enseignants s'étaient déjà auto-formés, avaient compris que la nouvelle voie était dans cette direction. Très bien. Je crois qu'en parlant du modèle économique, en parlant des évolutions réglementaires, en parlant des évolutions pédagogiques, de l'innovation pédagogique, de la créativité, de l'ingéniosité nécessaire à chaque acteur de terrain, on a bien problématisé, je pense, Jacques-Olivier, les 7 ateliers qui attendent les participants maintenant. On a le temps pour 2 ou 3 questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question aux participants de la table ronde? Tariq, tu as le micro. David. Juste, on a beaucoup parlé de qualité, d'innovation pédagogique. C'est évidemment le cœur de votre métier. Par rapport à ce qui a été dit, je pense que la marche est quand même relativement haute. Il ne faut pas non plus être tétanisé face à l'évolution que les CFA vont devoir engager. Mais la qualité pédagogique et l'innovation pédagogique sont une condition nécessaire, mais pas suffisante pour passer le cap de la réforme. Ça va être des éléments différenciants. Oui. Mais la question du modèle économique de l'organisme de formation CFA est aussi important sur la pérennité de vos structures, comme des nôtres. Et derrière, si vous voulez, ça va engager des modifications profondes en termes d'organisation, en termes de management d'équipe, en termes, j'emploie le terme de développement commercial, vis-à-vis de la prospection d'entreprise, vis-à-vis du sourcing des jeunes. Ça va nous obliger à revoir fondamentalement nos pratiques et notre relation au vivier de jeunes et au vivier d'entreprises pour développer de façon générale l'apprentissage. Donc ça veut dire aussi des structures qui ont une capacité financière solide, susceptible de co-investir dans l'immobilier, de co-investir dans des plateaux techniques. Vous avez encore votre 0,3, nous avons encore notre transfert de l'alternance. L'année prochaine, il n'y a plus ce filet de sécurité. L'apprentissage aura un prix. Ça sera la prise en charge par contrat. Donc derrière, obligatoirement, ça modifie fondamentalement le modèle économique qu'il va falloir revisiter, réinterroger, remettre en cause pour ensuite, effectivement, aller vers une forme de compétitivité. Et c'est un terme que les CFA n'ont évidemment pas l'habitude d'intégrer dans leur pilotage, dans leur management. Mais cette question de compétitivité, ce n'est pas forcément un gros mot. Il n'y a pas forcément de fonds de pension, actionnaires de tel ou tel organisme. On n'en est pas là. Mais c'est comment on est plus performant de façon générale sur tous les indicateurs de pilotage. Et la pédagogie est un des indicateurs de pilotage, mais pas le seul, plus le seul. Jacques-Olivier, en réaction et pour conclure. Juste pour ouvrir le débat. David. Merci. Alors effectivement, c'est plus en prolongation et rapidement, puisque la salle n'avait pas forcément de questions. Moi, j'ai une question pour... alors, vous êtes ce matin le porte-parole, ou en tout cas le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et puis M. Huard, qui devait être là ce matin, a été retenu par une réunion. Il sera là entre 15h45 et 16h pour conclure. Mais on se le dit depuis tout à l'heure, on a beaucoup de souplesse à mettre en place. On a des entrées qui vont arriver. Alors, progressivement, on va avoir des entrées un peu plus permanentes dans les CFA. On se projette dans l'avenir rythmé par la rentrée du mois de septembre, qui est issue de tout ce qu'on sait du 19e. Mais, donc ça amène forcément certains CFA à se questionner sur quelle certification professionnelle je mets en place. Monsieur Schmitt, question très opérationnelle. Quand on fait rentrer un jeune au mois de janvier ou au mois de février, il signe son contrat à ce moment-là, on peut lui adapter son parcours pour le faire terminer au moment où d'autres terminent, aux épreuves certificatives. Voilà. On peut aussi se dire, tiens, il rentre ou elle rentre au mois de janvier, il commence un cycle, il a besoin ou elle a besoin également de 2 années ou d'une année, un cycle de formation un peu plus standard, en année, non pas scolaire, mais en tout cas en année civile complète.
Est-ce que vous pourriez nous donner 2 ou 3 indications sur ce sur quoi le ministère de l'Éducation nationale travaille en tant que propriétaire des certifications professionnelles pour assouplir ou donner d'autres possibilités d'accès aux épreuves certificatives à d'autres moments que, grosso modo, le mois de juin, si vous en avez la possibilité? Bon, tout n'est pas encore verrouillé, mais je pense que vous voulez parler peut-être de la certification intermédiaire, entre autres, ou de l'évolution de... Bon, les référentiels, on n'y touche pas, hein. Et ce qui a été dit tout à l'heure par vous, ça existe quand même depuis la naissance des CPC. On fait évoluer ou on crée un diplôme uniquement à la demande des professionnels. Ce serait aberrant de faire autrement, hein. La légitimité des contenus, elle vient de vous, hein, des entreprises. Alors ce qu'il faut faire de plus en plus, c'est travailler dans le cercle vertueux, hein, qui avait été le premier qui en avait parlé, ou j'en avais entendu parler, c'était il y a plus de 10 ans avec René Ricol, le premier haut commissaire au grand emprunt. Il disait il faut travailler dans la boucle vertueuse en temps réel, formation, recherche, entreprise, amorçage industriel et industrie-entreprise. Donc c'est toujours dans cette optique-là qu'on fait évoluer les modalités de certification. Et puis, vous avez dû voir quand même que la voie générale a un formalisme pour le baccalauréat qui a évolué. Et quand on parle du chef-d'œuvre, vous voyez, on se rapproche aussi du grand oral, de la voie générale. Maintenant, être capable de s'exprimer, d'avoir un peu d'éloquence, hein, c'est aussi demandé par vous, hein, par les professionnels. Quand on rénove les BTS et même les bacs pro ou les CAP, on nous le demande. Eh bien, ça va être une retouche au niveau de la certification intermédiaire. Peut-être qu'on appellera le certificat d'enseignement professionnel, hein. Ça ne sera plus le CAP, ce ne sera pas le BEP. Les textes sont en préparation et pour le bac pro, ça devrait sortir avant la fin de l'année scolaire. Rééquilibrer entre CCF et épreuves ponctuelles. Et en gros, faire passer des épreuves de l'enseignement général, oui, en CCF et en épreuves ponctuelles. Des épreuves en fin de première année. Ça, c'est pour 2021 en vue du bac pro 2022. Ouais. D'accord, merci. Alors, en fait, je pense que merci beaucoup pour ces précisions. Rapidement, je n'ai pas été suffisamment clair, mais typiquement, aujourd'hui, on a des épreuves d'examen organisées au mois de juin, en fin d'année scolaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver, je ne sais pas, dans un délai X, à avoir 2 moments d'épreuves d'examen sur les certifications du ministère de l'Éducation nationale? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? C'est une de nos préoccupations qu'on vit au fur et à mesure de façon très concrète dans les CFA. Ce que je vous dis là, c'est sous réserve de ça fait réagir la salle en tout cas. On est d'accord. Mais l'objectif, c'est en gros d'afficher, d'alléger sur 1/3 hein, le poids des certifications, en temps aussi. Le CCF aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut réencadrer. Parce que bien souvent, ça a été soit un contrôle continu pas trop formalisé, ou c'est devenu un examen ponctuel en milieu d'année qui perturbe complètement, entre autres, l'année de première. Je crois qu'il y aura 2 temps forts hein, pour les épreuves ponctuelles, fin de première et puis fin de terminale. Et les CCF, eh bien, les redéfinir, les encadrer un peu davantage. Enfin, c'est un retour d'expérience. Hein. Oui. Il faut être en itération permanente pour faire de l'évaluation et être capable de corriger ce qui dérape. Merci, M. Schmitt. En tout cas, c'est une vraie question. C'est une vraie question, la question de la souplesse, la question des entrées permanentes. On aura l'occasion d'en reparler dans la journée et peut-être de l'aborder. C'est la question du CFA qui s'empare de ce qui a été abordé tout à l'heure, à savoir la certification des compétences professionnelles et donc qui choisit s'il vous plaît, la certification à mettre en place. Oui. Bien, merci. Je sens qu'il est temps de prendre une pause. Les gens se sont levés très tôt. 10 minutes de pause et retour aux ateliers. On applaudit nos participants à la table ronde. Merci.